souvent, donc je crois que je me rappelle. Allez-y. Alors, bonsoir messieurs. Nous sommes dans le livre Ahavat Chesed, écrit par le Chafetz Chaim. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Chafetz Chaim a choisi de d'écrire que des livres sur des sujets où il pensait que ses contemporains, et pas seulement ses contemporains, avaient des choses à améliorer. Il s'est dit, je vais faire quelque chose des écrits, pas pour me faire plaisir, mais pour aider, faire avancer le judaïsme. C'était un homme qui avait une grande conscience du clan Israël, du peuple juif. Il avait le peuple juif dans son cœur. Il souffrait de la souffrance du peuple juif et il essayait de le faire avancer dans tous les domaines. Donc c'est vrai qu'il est connu pour son livre Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'est le livre sur Shmirat HaLashon, c'est-à-dire la mitzvah de faire attention, de préserver sa langue. Donc ça, il est le plus connu pour ça. Le Mishnah Berurah, c'est la partie du Shulchan Aruch qui parle de choses très concrètes. Il a voulu rendre le Shulchan Aruch accessible en faisant un commentaire qui allait reprendre tous les acharonim, tous les commentateurs depuis le Shulchan Aruch, c'était au XVIe siècle, jusqu'à lui, quoi. Lui, il est mort en 1933. Donc, jusqu'à son époque, il a voulu faire un condensé, et surtout trancher, et donner des situations peut-être qui n'étaient pas clairement énoncées dans le Shulchan Aruch. Et c'est un livre de référence. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas, je pense, je crois qu'il n'existe pas un Beth Midrash au monde qui n'ait pas au moins un livre du Chafetz Chaim. C'est quand même une réussite extraordinaire dans un Rashi. Non, un livre qui a vécu il y a pas longtemps. Si longtemps que ça. C'est ça. Rashi, il a écrit un commentaire sur toute la. Tu ne peux pas faire autrement que de lire Rashi parce qu'il parle de la Gemara, etc. Mais lui, c'est un livre, entre guillemets, qui aurait pu être, comme beaucoup de livres, posé dans une bibliothèque et pas du tout étudié. Mais c'est le contraire. Dans tous les endroits du monde, il est présent. C'est une réussite incroyable. Alors qu'il n'a pas fait de. Il n'a pas fait de pub, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de machin. Et ce qu'il disait, il était dans une petite ville, j'ai visité cette ville avec le Institut de Ivacha, une toute petite ville, c'est un endroit grosse rasra, c'est vraiment, il n'y a rien, quoi. Il n'y a ni la mer, ni la montagne, ni des beaux paysages, c'est vraiment un rasra. Une petite maison en bois, un monsieur qui n'a même pas de poste officiel. Il a monté une yeshiva, mais ce n'est pas lui le Rosh Yeshiva, il a mis quelqu'un en Rosh Yeshiva, donc il est là, il n'est pas le rav de la ville, il n'est pas le Rosh Yeshiva, il n'a aucune fonction officielle, et finalement tout le monde va courir chez lui pour lui demander des brachot, des conseils, et il est le chef, il décide de tout. De là, on apprend la grandeur de la Torah lorsque quelqu'un a une Torah vraie, une Torah, tout simplement une vraie Torah authentique, il n'a pas besoin de publicité, les gens courent vers lui, ça déborde. Bien. Alors, revenons donc à notre sujet. Alors, pourquoi nous étudions ça aujourd'hui? Parce que dans Ahavat Chesed, il y a plusieurs chapitres. Des chapitres qui parlent de la mitzvah de Chesed, c'est-à-dire comment on va consoler des endeuillés, comment est-ce qu'on va visiter des malades, comment aider des gens qui sont en difficulté financière par la méthode de Tzedaka, Maaser, Ksafim, le 10% qu'on donne aux pauvres. Et puis, il y a aussi une mitzvah qui n'est pas toujours respectée, c'est l'interdiction de retenir le salaire d'un employé. Parce que la Torah nous demande de payer rapidement notre employé. Alors à l'époque, les salariés étaient en général payés au journalier. Et souvent, c'était le salaire de la journée qui leur permettait d'acheter à manger. Donc tu ne le payes pas, le bonhomme, il ne mange pas. Donc ce n'est pas un détail. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé, c'est mensuel plutôt, c'est à la fin du mois, etc. Mais même là, lorsque les patrons tardent à payer leurs employés, les employés, ils ont beaucoup de mal. Parce qu'ils sont vraiment au centime près, des fois, à l'euro près, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de quoi acheter, payer des choses minimales. Donc la Torah nous dit interdiction de retenir le salaire. Il peut y avoir un patron qui a l'argent, mais qui dit bon, ça va, demain, après-demain, lui, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il comprend la souffrance et la détresse de ses employés? Donc qu'est-ce que la Torah nous propose? Elle nous propose de dire voilà, vous avez 12 heures pour payer. C'est pas énorme, 12 heures. C'est-à-dire, si vous finissez le travail le matin, vous avez toute la journée jusqu'au soir. Si vous travaillez le jour,
vous avez toute la nuit pour payer. Mais il faut payer dans les 12 heures. C'est 2 psukim dans la Torah et des lavim, des interdictions négatives. Celui qui retiendrait serait passible d'une peine. Alors, attention, est-ce qu'on reçoit malcoute là-dessus? C'est un lave. C'est écrit dans la Torah. L'eau, c'est un lave. Un lave, normalement, on reçoit 39 coups. Mais dans ce cas-là, on ne va pas recevoir 39 coups pour une raison très simple, c'est que lave chaîne beau, mais assez. C'est-à-dire que c'est une transgression dans laquelle il n'y a pas d'acte. C'est justement l'absence de l'acte. Je ne paye pas. Mais ce n'est pas que je paye, c'est pas que je fais. C'est une absence d'acte. Alors, maintenant, il y a des détails. Parce que bon, il y a des détails. Il y a plein de questions pratiques et des conditions qu'il faut ce qu'on avait commencé à faire la dernière fois, de rentrer dans les détails de cette halakha. Alors, prenons un exemple de situation compliquée. On reprend le zaïn, on avait déjà fait, mais je reprends parce qu'il est important. L'employeur ne transgresse l'interdit que s'il a de quoi payer. Mais si, ou bien chez lui, ou bien il a un dépôt d'argent. L'argent est déposé dans une banque ou chez quelqu'un. Ça s'appelle qu'il a l'argent. D'accord. S'il a par exemple de la nourriture qui est destinée à être vendue, ça s'appelle qu'il a de quoi payer parce qu'il a en nature. Il peut payer, ça se vend, l'argent vient rapidement. C'est un produit, donc la nourriture. Si par exemple c'est un épicier, il a la nourriture, mais il n'a pas l'argent, il n'a pas l'espèce. Il peut vite les vendre et avoir l'argent pour payer son employé. Ça s'appelle que là, il a l'argent. Alors si quelqu'un n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Voilà, il y a un immeuble, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent ici, il ne peut pas payer. Donc il ne transgresse pas l'interdiction. Mais est-ce qu'il doit emprunter pour payer? C'est la question. Question de savoir. Je vais recevoir de l'argent. Je vais la recevoir après-demain. Et le problème, c'est qu'après-demain, on aura dépassé le temps où normalement je suis censé payer. Est-ce que je dois emprunter de l'argent pour payer à temps, sachant que je sais que je vais recevoir de l'argent? Est-ce que je dois emprunter de l'argent, moi, pour payer mon employé à temps? On avait dit qu'on est ouvert à chaque seconde qui a passé, non? Oui, alors maintenant, lui dit, on vient d'expliquer que si tu n'as pas l'argent, tu ne transgresses rien. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas l'argent? Oui, il n'a pas l'argent. Mais tu me dis, mais il peut l'emprunter. Oui, mais emprunter, c'est pas l'argent. Donc, je n'ai pas transgressé. Donc, il n'y a pas de problème, a priori. Pourquoi je n'attendrai pas? J'attends que j'arrive, ça arrive. Logique, normalement, quand on dit qu'il n'a pas l'argent, c'est pas qu'il n'a pas l'argent, c'est qu'il n'a pas la capacité à rendre. C'est quoi la base du... Oui, non, il vit dans une maison, ça lui appartient à la maison, il faut la vendre à la maison. Donc la vendre... Non, mais alors là, oui, mais si. C'est pas un produit liquide, il n'a pas d'argent liquide. Il n'a pas d'argent liquide, il n'a pas non plus de chèque possible, il n'a pas de quoi payer. Il fait quoi? Alors, est-ce qu'il doit aller emprunter pour payer à temps? Ou bien il peut dire non, dans 2 jours, je payerai à ce que j'aurai dans 2 jours, dans une semaine, lorsque ça viendra. C'est facile parce qu'on peut s'organiser pour être pas. Mais il ne s'est pas organisé, lui, le pauvre, c'est justement, il comptait sur cet argent, c'est comment c'est souvent, je comptais qu'on allait me le rendre, finalement, on ne l'a pas rendu, bref, il est. Il a une bonne excuse. Il payé, qu'il n'a pas payé autant. Voilà, exactement. Il y a une marchandise que le fournisseur n'a pas payé. S'il a la capacité à obtenir. Il faut demander l'accord des salariés. Alors, avec les employés, il faut qu'ils aient l'accord des employés. Alors, il te dit la chose suivante, c'est le psak du Mishnah, du Chafetz Chaim. Nir'e, im yachol asig ma'ot lilvot, s'il peut trouver de l'argent pour emprunter, tsarich lilvot, il doit emprunter. Bifrat ima sachir ani, et surtout si l'employé est pauvre. Et s'il le paye à temps, ce monsieur il va pouvoir se payer de quoi vivre. Mais s'il ne le paye pas à temps, il devra faire de la charité. Imagine ce que ça veut dire à cause de toi, alors que tu lui dois de l'argent, le type est obligé de faire la manche, la mendicité pour pouvoir simplement manger. On parle de situations terribles, hein. C'est des gens qui sont vraiment. L'employeur, pareil, il va dire à cause du fournisseur qui n'a pas payé, moi je ne peux pas payer mes employés. C'est une cascade en fait. Et l'autre, il va dire bah oui, mais en Chine, ils ne m'ont pas payé. Exactement. Chacun a ses excuses. Cascade, quoi. Le problème, c'est que lorsque je t'ai employé, je t'ai dit voilà, je te paye à la fin de ton travail, parce que c'est comme ça, donc tu t'es engagé envers une personne.
Si tu pensais que tu n'allais pas pouvoir sûrement être payé, il fallait le dire à l'avance, se dire voilà, écoute, sous réserve, je ne suis pas sûr que je te paye à temps, pour l'instant, je n'ai pas liquidité. Voilà, ça existerait. Et en fait, normalement, on devrait faire ça, tu sais, si le jour où vous serez patron d'une multinationale, il faudrait peut-être prévoir à l'avance de s'excuser, d'écrire un papier comme quoi les employés acceptent, ils disent voilà, même si on essaye, on va tout faire pour être payé le premier du mois, mais s'il y avait des retards pour X raisons, ben, vous êtes mochel. D'accord? En tout cas, je trouvais que c'est une situation tout à fait fréquente et qu'il fallait absolument expliquer. Ça, c'est du si on va les payer. Alors là, maintenant, on est en train de parler envers les Juifs. C'est exactement pareil pour les goy. Non, ce n'est pas du tout pareil pour les goy. Non, je sais. grave. Mais je ne parle pas maintenant de la loi non juive. On est en train de parler, c'est la loi juive. Ah oui, Est-ce non, qu'elle je exige réponds. Est-ce que la loi juive exige ou pas? Je ne sais pas. Nous, on est en train de parler par rapport aux Juifs. C'est pareil pour les goy. Non, pas du tout. Mais Rav, vous êtes un homme sage. Un employé qui a travaillé peu importe juif goy, il a besoin de la fin du mois pour pouvoir payer tout ce qu'il a à payer. Si on le paye pas, on n'honore pas son salaire. Il est dans une difficulté catastrophique, il ne travaillera pas. C'est humain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est chef d'entreprise? Non, mais la question ici, c'est une question anarchique. Vous savez, on est en question d'un cours de l'alakha. C'est quoi le cours de l'alakha? C'est de dire est-ce que la Torah t'interdit de payer plus tard, après 12 heures, un non-juif qui est employé chez toi? Et la réponse, il n'y a pas de passage dans la Torah qui m'interdit, alors que la Torah m'interdit clairement de voler un goy. Voler un goy, c'est interdit, mais de le payer plus tard, ce n'est pas écrit que c'est interdit. C'est tout. Après, vous avez raison, qu'il faut être humain, mais on peut anticiper un salarié id, on peut lui donner une partie de son salaire. On peut tout faire, mais est-ce qu'on est obligé de faire si c'est quelqu'un de qualité? On parle de deal. Après, il y a le GRRS. C'est important le salaire. On poursuit. Ensuite, il s'arrache chez Poalim, s'il a employé 2 employés. Mais il n'y a de quoi payer qu'un seul. Voilà. Alors, il y a 2 possibilités. Soit je donne un tout, ce que je lui dois. Au moins, j'ai réglé le problème d'un, mais le deuxième, il n'a rien reçu. Soit je partage en 2. Il m'avait déjà dit ça. Exactement. Voilà. Je rappelle, parce que c'est la fois important. C'est important. Alors, il doit partager en 2. Ah, mais le reste, il ne va pas payer entièrement, puisqu'il va partager en 2. Oui, mais ce qu'il ne va pas donner, c'est parce qu'il ne l'a pas. Donc, si tu n'as pas, on revient dans la situation de quelqu'un qui n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas, mais au départ, il coupe en 2 et il donne à chacun 50%. Et ce qu'il n'a pas, ben, il n'a pas, donc il payera plus tard. OK? Mais on ne peut pas te dire je vais payer à celui-là plutôt qu'à celui-là. Sauf si un des 2 employés dit que, attendez, non, je ne suis pas MacPid, voilà, il y a besoin, moi je peux m'en sortir, j'ai d'autres entrées, je ne suis pas à jour près. Il peut y avoir des gens comme ça. Même si la qualité du travail, elle a été supérieure. Ce n'est pas une question de la qualité du travail. C'est une question de savoir si. Voilà, tu es obligé de payer, il a fait le travail que tu as demandé. Par exemple, un employé qui est payé à l'heure, ouais. Voilà. Et il y en a un qui a fait 40% du travail, un qui a fait 60% en même temps. Ils sont payés à l'heure. Le start, c'est à l'heure. C'est à l'heure. Ça revient même. Bah, si c'est à l'heure. Même si on peut prouver qu'il a été plus efficace, quoi. Si on veut. Non, c'est pas une question d'efficacité. Expliquez, tu payes à l'heure, ça veut dire que les 60 minutes de cette heure appartiennent à l'employeur. Pendant ces 60 minutes, est-ce qu'il a travaillé ou pas? Il a travaillé. Est-ce que le résultat est le même? Non. Il y a des gens qui travaillent 1 heure. C'est comme si d'autres travaillaient 10 heures. Ouais, il y a des gens efficaces, des gens qui ne le font pas. Non, si l'un est pauvre et l'autre est riche, alors ça, on va le voir, effectivement, dans le 10e chapitre. C'est sûr qu'on donne d'abord aux pauvres. Si vous avez de quoi payer qu'un des 2 et que l'un est pauvre et l'autre est riche, vous payez celui qui est pauvre. D'accord? C'est une évidence. Si je peux me permettre, en accord avec celui qui est aisé. Non, celui qui est aisé, il n'a pas à dire son avis. Souvent, les gens qui sont aisés, ils ont l'argent, c'est l'argent. Ils ne lâchent pas. J'ai remarqué ça chez les gens qui ont largement de quoi vivre, mais ils ne lâchent rien. Mais ils doivent apprendre dans ce cas-là que si quelqu'un qui est pauvre, il passe avant eux. Alors,
Et donc, si quelqu'un est pauvre et l'autre est riche, je donne au pauvre et pas au riche. Et même si le riche il râle et il fait tout ce qu'il veut, c'est pas grave. Il a qu'à râler. Alors, évidemment, si vous avez un employé à payer et vous avez une affaire qui se présente, vous voulez investir dans cette affaire parce que vous dites, oh là, ça va rapporter beaucoup d'argent, j'ai l'argent. Donc, l'employé d'abord, avant d'utiliser cet argent pour l'investissement, tout simplement. Ça va de soi. Très bien. Si ça va de soi, on peut aller sur Seifioud. Alors, צריך לשלם השכיר בזמנו כל מה שמגיע לו, אם יש לו, ואם לא השלים לו כל שכרו, עובר בבלתני על זה המקצת שפיחת לו. On transgresse l'interdiction même sur une partie seulement de ce que vous devez. Imaginons, vous devez lui payer 100 euros. Vous avez de quoi payer 50. Eh bien, vous transgressez sur les 50 que vous n'avez pas payé l'interdiction de l'otaline, l'interdiction de laisser passer la nuit. Si c'était déjà un moment où il devait payer, ben, ce n'est pas parce qu'il a payé 50% que ça y est. Non. Tu dois tout payer. 100% payé. D'accord? Ça, il y a des gens qui ont du mal à payer. Vous savez ça, il y a des gens qui ont du mal à payer. Tu connais ça? Là, en ce moment, je les connais bien. Ouais. Ah. Et c'est impressionnant. Pour eux, quand c'est leur argent, c'est toujours jusqu'au dernier centime, ils les cherchent. Voilà. Après, quand c'est des règles inversées, Voilà. dès qu'il faut payer. Mon père, Jérémy Brafa, dit toujours tu juges un homme à comment il rentre la main dans la poche. Alors, avant ton père, Oui. la Gemara avait dit Je sais, le bon père, il n'a pas dit la Gemara. Bekoso, Bekaso. Un homme est reconnaissable, il se révèle à travers son porte-monnaie, sa colère et lorsqu'il est ivre. Là, la vérité sort. Et son Il y a comportement. un truc qui est aussi de comment il rit. De quoi il rit. Donc, de quoi il est. En tout cas, la Gemara parle de trois choses. Ouais. Et c'est quoi Kiso? Eh bien voilà, comme vous dites, ce monsieur, il a beaucoup de mal à sortir de l'argent alors qu'il reconnaît qu'il doit cet argent, qu'il sait qu'il a les moyens de les donner. Mais c'est très, très dur pour lui de sortir de l'argent. Moi, c'est un misken gadol, c'est quelqu'un qu'il faut plaindre parce que être avare et être attaché à son argent, c'est vraiment une mida très, très mauvaise. Très, très mauvaise mida. Et il faut le plaindre. C'est un homme vraiment pauvre. L'homme pauvre, ce n'est pas celui qui a de l'argent. Ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui a besoin d'argent, qui cherche toujours de l'argent. Et Zéouachir à sa mère Bechelko. Un homme riche, c'est celui qui est content de son sort. Donc tu as Raphaël Kaniski, tu dis voilà, tu le mets sur la table, je me raconte une histoire qui s'est passée, $1 million de en disant voilà, faites-en ce que vous voulez. Il dit je ne sais pas comment faire, reprends. C'est même pas que il n'est pas achetable, quoi. C'est pas, j'ai besoin de quoi, je vais faire quoi de cet argent? Je ne sais pas quel est le rap qui avait dit certaines personnes sont tellement pauvres que la seule chose qu'elles ont, c'est de l'argent. Je ne sais plus quel est le rap qu'il avait lu sur Torah Vaot. Je l'ai trouvé assez formidable. Tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. En tout cas, Rabotai, c'est les gens les plus pauvres, ce sont les gens qui sont toujours en train de chercher de l'argent et encore de l'argent, encore de l'argent. C'est-à-dire quoi? Toute leur tête, c'est ça. L'argent, c'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Vous le savez, ce n'est pas la peine que je dois vous le dire. Mais il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à sortir cet argent. Comme ça. Très dur pour eux. Donc, si le balabait n'a pas l'argent, mais pourquoi il n'a pas l'argent? Ben, il n'a pas l'argent parce qu'il investit tout le temps. Mais il a de l'argent, beaucoup d'argent. Mais tout est dans l'investissement. Eh bien, ce n'est pas une excuse du tout pour dire ah, excusez-moi, je ne peux pas vous payer, monsieur l'employé, je n'ai pas d'argent. Il dit mais attends, tu n'as pas d'argent, mais tu as acheté la moitié de Paris. Oui, mais justement, il a tellement d'encours qu'il est tout le temps en train de chercher de l'argent pour vous payer ses remboursements de dettes. Oui, ça s'appelle la dette financière. Voilà. Bon, on dit toujours que les gens riches, c'est des gens qui ont beaucoup de dettes, parce qu'en fait, ils sont sans arrêt en train de développer. Bon, mais ce n'est pas très bien, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous pense. Si ils ne payent pas ses employés, les employés ne sont pas censés participer à l'effort incroyable pour d'acquérir tous les... C'est pas bénéfice non plus. Donc, exactement. Mais c'est souvent parce que le monsieur, il s'arrange de ne pas avoir d'argent, parce que comme ça, il ne paye pas, il ne sort pas l'argent, parce que c'est dur pour lui de sortir de l'argent. Alors, c'est une grande maladie, il faut vite et vite se soigner, parce que c'est une maladie qui est terrible. Qui ne s'arrange pas en vieillissant, en général. En général, ça se voit. Je connais quelqu'un qui est très, 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 très riche et qui a 90 ans bientôt. Il n'arrive pas à sortir un centime. Impossible. Pourtant, il n'a pas besoin cet argent, il a besoin. Incroyable. C'est inimaginable, mais bon, ça fait la peine parce qu'en fait, c'est un monsieur qui va mourir pas aimé par les siens parce que toujours en train de calculer chaque chose.
humé de personne, alors qu'il aurait pu rendre tellement de gens heureux par distribuer son argent. secret, il pas que ça se sache. Alors voilà, ce sera peut-être comme le Kamsan Akadosh. Le Kamsan Akadosh. Quand il sort du boucher. Non, il sera. Non, il sort vient d'un boucher aussi. Non, le Kamsan Akadosh, ça veut dire, c'est une histoire magnifique, Shlomo Kalabar, Oui, vous l'avez raconté. chanté. Oui. C'est un homme qui faisait donc de la charité, mais d'une façon très cachée. Il se présentait comme un avare invétéré, et par derrière, il faisait parvenir des enveloppes à tous les pauvres de la ville. Le jour où il est mort, plus personne ne voulait l'enterrer parce que personne l'aimait, tout le monde lui en voulait. Quoi, tu as plein d'argent, tu n'as jamais donné un peu le moindre sou. Mais ils se sont rendus compte très vite que les enveloppes qui venaient miraculeusement chaque Shabbat n'étaient plus là. Et ils se sont rendus compte que c'était lui qui leur donnait, mais qui le faisait d'une façon très très discrète. Et donc, ils l'ont demandé Mechila. Sur sa tombe, il avait mis. Kamsan Akadosh. Kamsan Akadosh. C'est-à-dire le saint Avar. L'Avar, c'est le Kadosh. Mais je posé une question parce que cette histoire, je l'avais racontée à mon père et il m'a dit oui, mais d'un autre côté, en agissant comme ça, il a provoqué de la chonara sur lui. Ah oui. Les gens, ils faisaient du mal de lui. C'est-à-dire quelque part, il a provoqué des choses pas positives. Ils se sont discutés de savoir est-ce qu'on fait pas. Je sais, mais ça veut dire. Non, mieux que ça. Au moment où il allait mourir, la Chevra Kadisha lui a dit alors, fais un don, fais quelque chose, tu vas mourir dans quelques instants. Il a dit non, je donne rien, je donnerai rien. Alors ils ont dit t'as qu'à t'enterrer toi-même. Ils n'ont pas voulu l'enterrer. Il est resté des jours. Son corps, personne ne voulait l'enterrer. Jusqu'à ce que quelqu'un gentil, venu le soir tard, seul, en cachette, seul, il l'a enterré. Une personne s'est dit non, on va laisser comme ça, et il s'est occupé de lui. Mais il n'y avait personne à son terme. Il n'y avait plus personne qui recevait, personne recevait les enveloppes. Le problème de lui, il vient de faire un truc comme ça à ce point-là. De quoi? C'est quoi ce qu'il a dit, oui, mon père, il m'a dit, mais je ne comprends pas, parce que quelque part, il provoque des mots qui vont être pas beaux. C'est bien d'être discret et tout, mais à ce point-là, parce que les gens l'insultaient. Oui, l'insultaient. Parce qu'en plus, il était riche. Oui. Très riche. Il vivait seul, repoussé. Lorsqu'il sortait dans la rue, les enfants se moquaient de lui, les gens ne le regardaient plus. Non, mais il paraît, parce que Racine avait raconté que quand les gens venaient, il les recevait très, très agréablement. Il les faisait parler de leur vie, combien tu as d'enfants, en quoi tu travailles. Et une fois qu'il a senti que le mec voulait demander de l'argent, il le jetait. Donc, il voulait prendre en fait les infos pour savoir s'il avait besoin d'un peu, pour savoir comment il allait mettre la dose. Mais malgré tout, il a provoqué. Donc, c'est une question qu'on s'est toujours posée. Est-ce que quelque part, l'hiver sur la Shonara, ça existe? Je ne sais pas. Je profite de te poser la question. Normalement, on n'est pas censé dire du mal de qui que ce soit. Et on est censé aussi de juger tout le monde favorablement. Ça, c'est non, les gens, ils ont fait une faute en le jugeant mal. Oui, ça c'est bon. Je les comprends. Hein. Il y avait de quoi le juger mal. Hein. Je les comprends, les gens. Non, lui, il a fait la tzedaka basseter. Il voulait faire la tzedaka cachée. En fait, il a réussi. C'est vrai. Et donc, il a fait une tzedaka magnifique. Et donc, une vraie tzedaka basseter. Magnifique. Beda. De kol ma shekatan nous appelle d'ouvrir la baïd de bezaïn de la sahir et nous davka chez toi sahir de l'onatal. C'est seulement si l'employé vient réclamer son dû. Mais si l'employé ne vient pas réclamer, même s'il a de l'argent, il ne transgressera. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il lui permettait. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, si l'employé ne vient pas réclamer, voilà. Pas vu, pas pris. Ah ouais. C'est-à-dire, pour transgresser l'interdiction, très grave, l'otaline, c'est que le type, il vient et tu dis, paye-moi. Il dit non, je n'ai pas de quoi, je ne veux pas payer ou plus tard, machin. Mais s'il ne demande pas, l'employé ne demande pas. Donc, s'il est timide, tant pis pour lui. Non, c'est sûr que tu as raison, il a payé, d'accord. Mais pour transgresser le Issur Torah, c'est uniquement si on a demandé et lui l'a refusé. De faire semblant qu'on n'a pas vu, c'est pas là le Issur. Ouais. Non, c'est le Issur, mais on n'est pas transgressé le lave. Le lave, c'est-à-dire la transgression très grave du lave, l'interdiction négative de la Torah. Non, c'est seulement si. Non. Si tu n'avais pas l'argent sur place au moment où il t'a demandé et tu l'as reçu plus tard, tu as toi de faire savoir que l'argent est arrivé. Voilà, parce que le problème c'est que il est venu une première fois, il a peut-être honte de venir une deuxième fois et tu lui as fait comprendre que tu n'avais pas l'argent. Non, l'argent est arrivé et tu dis non, ça tombe bien, il est venu. Oui. Je lui dis non, je n'ai pas l'argent, maintenant j'ai l'argent, je ne vais pas lui dire. Et vous continuez à le faire attendre et le faire mijoter.
Très malhonnête. Je ne comprends pas le problème. C'est des ganasses. Non, c'est pas normal. Bah, bien sûr, c'est pas normal. Ah, on est d'accord. Mais tu sais, quand tu vis dans une entreprise un peu petite, familiale, tout est au courant. Il faut juste savoir surtout qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, j'ai entendu que c'est très tendu entre les fournisseurs qui exigent d'être payés et vous livrez des clients, les clients qui ne payent pas. C'est en flux tendu. C'est en flux tendu. Bien Donc, sûr. il y a un problème de trésor. Donc, des fois, vraiment, vous êtes embêté. Si vous voulez vraiment payer, mais il n'y a pas. L'argent n'est pas rentré. Donc, évidemment, c'est des grandes tensions. Hein. Alors, évidemment, à chaque instant où tu peux payer, il faut payer. Il ne faut pas dire, bon, j'attendrai demain, après-demain. De toute manière, j'ai dépassé la date. Donc, je vais dépasser encore et je vais attendre encore. Non. On paye. Non. Dès que tu as l'argent, tu payes. Mais Tu attends c'est pas, ça. c'est sûr. Bien sûr, on paye. Parce que c'est pas possible. C'est pas parce que voilà, tu ne profites pas du fait que tu as déjà dépassé une fois la date. Donc, tu dis, bon. Mon père, il disait l'argent n'a de valeur que quand il est dépensé. Alors, je dirais un peu autrement. Je dirais que l'argent que tu as vraiment, comme disait le Rassitruc, c'était l'argent que tu as donné pour la tzedaka ou pour faire la mitzvah. Ça, c'est une mitzvah, par exemple, de payer en son temps, c'est aussi une mitzvah. Mais ça, c'est de l'argent que tu vas garder pour toujours. Pourquoi? Parce que même si tu as des sorties, mais la mérite de cet acte, le Olam va il est pour toujours. Exactement. Cette chose-là est vraie, pas seulement pour un salaire, mais aussi pour payer une location. Si tu as loué la vache, le taureau de ton prochain, Behema avec Elim, des animaux pour faire un travail, ou des ustensiles, des outils, quoi. Et ça, du coup, tu dois payer. Il faut payer aussi à temps. Il ne faut pas dire non, je vais payer demain, après-demain. Et vous savez que ce genre de halachot, comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière et avant aussi, c'est un vrai problème. Deuxième point, c'est un vrai problème parce que les gens ont le sentiment que tout ce qui concerne les problèmes d'argent, c'est en fait quelque chose qui est de l'ordre, bon, c'est bien, etc., mais ce n'est pas la halakha, ce n'est pas une obligation. On a le sentiment beaucoup plus que c'est une obligation lorsqu'on parle de tfila ou de... Je vois des gens qui me posent 50 questions sur les lois d'Avelout, tu vois, de deuil, mais ils sont très, très à cheval. Mais pour les halachot beaucoup plus importants, des fondamentales, alors là, personne. C'est plus dur. Et c'est pas parce qu'en fait, il y a des mitzvot qui sont des stars, qui sont naturels, qui viennent naturellement. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, il a envie de bien faire. Il a envie de faire comme il faut laver l'autre, il a envie de savoir exactement ce qu'il faut faire. Enfin, c'est naturel, c'est important. C'est pas besoin de faire d'efforts. D'un côté, c'est du recette parce qu'il est pas pour lui. Oui, mais en même temps, ouais, c'est quelque chose qui aussi. C'est pas fréquent. Donc, toutes les règles de Avelout ne sont pas toujours fréquentes. C'est une question de savoir que tu es motivé. Tu as envie de faire quelque chose pour ton père parce que la famille nous explique qu'il y a trois socles d'un homme. Son père, sa mère, c'est Agadol. Lorsqu'il y a un socle qui part, il perd son père, il perd sa mère, il s'appuie plus sur l'autre socle. C'est quoi l'autre socle qui reste? Comme quelqu'un qui a un trépied. S'il n'y a plus que 2 pieds, il va un peu plus s'appuyer sur les 2 pieds. Si un homme qui a perdu son père ou sa mère, naturellement, il se rapproche à Gadjou. Il y a une question qui était en ligne. S'il y a 2 pauvres, un employeur, il a 2 pauvres. On a vu un pauvre et un autre. Alors, s'il y a 2 pauvres, on partage en 2, 50-50. Chacun reçoit 50% de ce que je lui dois. Et le reste, c'est une dette. D'accord, c'est comme si c'était 2 personnes normales. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un qui passe avant l'autre? Par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas un réflexe humain forcément de vouloir être honnête dans tout machin et tout, mais c'est plus un réflexe humain d'avoir tendance à aimer ses poches. Exactement. C'est-à-dire que je dis que c'est de la nature humaine. C'est la nature humaine. C'est les stars en fait, c'est que nous on n'est pas. On est sensibilisé naturellement. Ouais. Mais par exemple, la Brit Mila, tu ne vas pas me dire que c'est quelque chose de tellement sympathique. Pourtant, les gens, ils font la Brit Mila assez facilement, sans faire trop d'efforts. Ouais. Alors que bon, c'est pas une Brit Mila, c'est pas. Oui. En général, il y a la mère qui pleure dans un coin, surtout quand c'est le premier. Elle est tendue, la mère. Oui, bah oui, elle vient d'accoucher, ça fait 8 jours. Bon, oui. Pourtant, c'est une mitzvah très répandue. Très répandue. Très bien réalisée. Et ce que je disais, c'est quand même incroyable que même les juifs les plus éloignés du judaïsme, les 2 mitzvot les plus stars, c'est Yom Kippour et la Mila. C'est quand même pas des trucs qui sont où on fait le plus la fête, quoi. Exactement.
La Brit Mila, c'est le seul moment où on fait couler du sang. Et Kippour, bon, bah, vu de l'extérieur, c'est fatigant, quoi. Et c'est pourtant les deux mitzvot qui sont les stars. Il y a toujours eu plus de monde au Slichot. Il y a plus de monde parce que les gens, pourtant, Slichot, c'est tôt, c'est long, et donc celui-là. C'est quelque chose, il y a des choses qui sont naturelles, qui viennent naturellement. Il y a des mitzvot qui sont de la nature humaine. Alors, ça, dans le domaine de la relation d'argent, la nature humaine veut qu'on ne sente rien du tout comme proximité avec Hachem en faisant ce qu'il faut au niveau de l'argent. On a l'impression que c'est juste une question d'arrangement monétaire, financier avec quelqu'un. On ne se rend pas compte que c'est une mitzvah. Donc, on l'a fait un peu, on essaie de, comme dans les affaires, on essaie de gagner du temps, on essaie de gratter ici, gratter là, de faire attendre, etc. Enfin. Ça, en fait, le but de mon shiur pendant toute cette année, c'était en fait de sensibiliser les gens et leur dire que les lois monétaires, lois d'argent, lois financières, ne sont pas moins font pas moins partie de la Torah que le reste. Non plus, non, ça ne fait pas moins partie. C'est que lorsque la Torah est donnée dans Parashat Yitro, on parle de Matan Torah, n'est-ce pas? Et puis on reparle de Matan Torah à la fin de Mishpatim. Et au milieu de quoi on parle? Des lois monétaires, des lois d'argent. Ça veut dire qu'en fait, les relations entre les hommes. Donc, si on voulait nous dire, attention, hein, Matan Torah, ce n'est pas pour faire tefilin et mes tzitzit seulement. Oui, ce n'est pas que du spirituel. C'est aussi dans la relation humaine qui pourrait a priori être régie par un tribunal de goy, quoi, à travers la morale humaine, la morale que l'homme. Non. Je dis, je veux que ce soit Torah. La Torah qui doit être tranchée. OK? Donc ça, c'était la fin du Perek Shmini. Maintenant, on est dans le Perek Tshi, le 9e chapitre. Le deuxième, parce qu'il n'y en a que deux. Hein, Maintenant, Nathan Talito, le Ouman, le Takna, le Kavlon, Tugmara, Kozman Chatri, via l'Ouman, et no over. Donc, si vous avez déposé un habit chez un artisan, par exemple chez un tisserand, chez un couturier, et il a terminé le travail, mais vous n'avez pas encore récupéré l'habit, est-ce que vous transgressez le issour de ne pas payer un employé en son temps? C'est au moment où vous le retirez. Voilà, c'est au moment où vous retirez la condition. Non, mais lui, il a terminé il y a longtemps. Oui, mais qu'est-ce qui a retardé? Il m'a dit, venez lundi le chercher, lundi, et moi je viens mercredi. Exactement. Ou alors, il m'a dit, c'est au moment où vous le reprenez, au jour où il m'autorise de venir le chercher. C'est la même chose. Il m'a dit, c'est lundi que vous venez le chercher, que moi je traîne. Tu traites. Je fais mercredi, là j'ai le sentiment que je triche un peu avec lui. Alors, mais non, mais la halakha, ce n'est pas comme ça. La halakha, c'est que si tu viens le mercredi au lieu de lundi, tu ne transgresses pas le issour de l'altaline, parce que tu n'as pas encore reçu l'objet qui a été. Ça, c'est sûr, mais si. Il me dit... C'est pas si sûr que ça, mais. Non, mais parce que si vraiment pour me dire, il faut. Non, c'est pas sûr, parce que l'employé, quand tu le payes, tu peux, toi non plus, ne pas avoir été payé le client. Par exemple, un exemple, un exemple, c'est dans un garage, il me dit, voilà, je vous répare votre voiture, vous venez chercher le jour. Si il me laisse une tolérance jusqu'à le lendemain, si moi je dis, bah, tiens, je la mets là, je pars en vacances, je fais un 3 semaines après, il va me faire payer des frais de gardiennage. C'est normal, parce qu'il paye le parc-mètre pour toi. Non, dans ton parking, il a la place. Donc, ça veut dire, lui, en centre-ville, une place de voiture, c'est une valeur d'occupation. Donc là, qu'est-ce que je paye chez le couturier? Je paye le service pour me rendre un vêtement qui est fonctionnel. Et tant que je ne suis pas venu le chercher, je n'ai pas dans ma possession le vêtement qui est fonctionnel. C'est pour ça que ça, je paye. Oui, mais il est à disposition. Tu peux à tout moment venir le chercher, donc il est fini. Comme le a priori. Alors, pareil. Mais j'aurais reçu le service quand je l'ai retiré. Là, le service, il ne me sert à rien. Ouais, mais il sert à rien. Mais c'est toi qui ne viens pas le chercher. Oui, mais quand la balance elle deviendra positive chez moi, je lui dois l'argent. Mais entre-temps. Alors oui, c'est traîné, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose de pas. Alors à la fin, c'est comme ça. Tant que tu n'as pas retiré l'habit, tu ne transgresses rien. Mais une fois que tu as retiré l'habit, il y a le même problème. Il faut payer. Attends. Il ne faut pas dire bon, je prends l'habit, je payerai plus tard. On peut imposer de payer à l'avance. Un commerçant, il peut demander à un traiteur, il dit, moi, tu me payes mon gâteau avant. D'accord. Non, parce qu'il y a des gens qui commandent, ils n'ont pas le temps en Shabbat, ils laissent le gâteau là-bas, et l'autre, il le laisse à la poubelle ce matin. On peut tout faire. C'est quoi les règles? Est-ce qu'on peut dire 100%, 50%, ou 0? On fait ce que tu veux. Ça dépend. C'est un accord commercial. Ils sont libres. Ça dépend si tu connais bien comment tu es, etc. Mais un traiteur, tu vas commander un gâteau, il faut que tu lui payes à l'avance. C'est normal. Ça s'attend. Encore une fois, lorsque un traiteur il te prépare un gâteau, avant de retirer le gâteau, tu payes. Tu payes pas, tu ne retires pas le gâteau, simplement.
Oui, même au moment de la commande, il me demande. Des fois, il va le faire pour elle, le traiteur. Il va le jeter. C'est un Shabbat. Tout dépend de l'accord qu'il y avait entre vous. D'accord? Mais tu ne peux pas dire qu'on est obligé de payer avant. Mais tout dépend de la clientèle. C'est pas une obligation, tu vois. Si lui, dans la pratique, Si il je suis s'aperçoit qu'il y a d'accord, beaucoup de lui, il a le si droit le d'imposer traiteur, il a le droit de cette dire moi, tout le monde paye avant. De toute façon, Sinon, voilà, c'est pas parce le que. Il fait ce qu'il veut, lui. Voilà, Il veut du moment que c'est un accord. Voilà, Voilà. C'est caché. si t'es content, tu rentres, sinon. Exactement. S'il a 10 clients qui lui demandent des gâteaux Tous les et qui ne les pressings, prennent pas, il c'est se ça qui retrouve avec des Voilà, gâteaux. c'est peut-être pour ça qu'il fait payer à l'avance. Et s'il Oui, connaît c'est sa ça, c'est pour ça clientèle, qu'il c'est y a des gens qui vont il donner. va son numéro de C'est ça qu'il téléphone, faut. c'est tout. Bah, Tout est une question de Bah, c'est pas moi, la maison. La même itinéraire. Bien. En tout cas, c'est clair dans ce cas-là. Le problème, c'est évidemment lorsqu'un traiteur il sert dans un mariage, et là, c'est des grosses sommes, hein, parce qu'on parle de d'argent. En général, il va être payé avant, ou en tout cas à la fin de la soirée. Et à la fin de la soirée, Au milieu de la soirée. Normalement, c'est. Ouais, une partie c'est à la fin, n'est-ce pas? ouais, c'est ça. C'est ça. Et cette partie-là, le bonhomme il dit bon, je te paye demain parce que je suis fatigué, là, je vais aller dormir, je suis crevé. On ne va pas parler de ce genre de choses maintenant. Ouais, C'est la comment fête, comment tu m'embêtes et tout, etc. C'est la joie. C'est la joie, c'est la joie. Tu ne vas pas gâcher ma joie avec de l'argent. Ouais. En fait, c'est embêtant. Parce que tu vas au mariage avec de l'argent dans la poche. Ça te gêne, tu vois. Tu ne peux pas vraiment te réjouir. Tu as peur que quelqu'un vienne te. C'est pour ça que tu veux le garder pour rentrer à la maison après. Tu ne vas pas le redonner au traiteur. Voilà, exactement. Le traiteur, il dit moi, je te libère. Ouais. Tu me donnes les espèces et tu me dis quand tu les encaisses. On sait tous que dans les traiteurs particulièrement, les espèces sont une partie importante de ce qui est donné en fait, au serveur. C'est pas officiel, mais bon, on sait que c'est classique. C'est le classique. Donc, si tu ne payes pas sur le même, il dit voilà, moi, mes employés là, il faut que tu payes là, ils vont partir. Ils vont me dire il faut payer maintenant le travail. On a fini maintenant. Je dis maintenant, non, ne soyez pas pressés. Non, vous n'êtes pas pressés, mais moi, je paye comment pour payer mes employés? Vous savez, moi, ce qui m'est arrivé les jours de mon mariage, la veille de mon mariage, mon compte bancaire, je me suis fait pirater ma carte bancaire. Ils m'ont tout pris. La veille de mon mariage. Non. Le traiteur, c'était l'arbre de vie, Madame Desman. Ouais. Très gentille. Elle m'a dit, je la connaissais par son fils, elle m'a dit, pas pas de problème, tu paieras dans 48 heures, le temps que la banque te rembourse. La banque m'a remboursé ces 48 heures, mais vous m'avez tout pris. La banque t'a tout pris. Combien ma carte bancaire était piratée. C'était à l'époque avant qu'ils utilisaient la bande magnétique. Et tout en Espagne, et la banque m'appelle juste avant de me marier. Il dit voilà, vous n'avez plus rien sur votre compte. Et moi, je devais tout payer. C'est ta femme qui a vidé les comptes avant. Non, c'est après ça. Par C'est après. Mais c'était légal. C'était légal. Tout. Et j'ai pas pu les payer. J'ai pas payé le traiteur. Alors, j'avais payé les autres avant. L'orchestre avait demandé d'être payé avant, tous les autres trucs. Mais le post-traiteur, c'est quand même plus important. Je vais tout les payer le soir même. Et je n'avais pas de quoi les payer parce qu'ils avaient tout pris. Normalement, tu aurais dû prendre un crédit à la console. Non, oui, c'est ça que je. Donc, elle a accepté. Elle a accepté. Je l'ai prévu. Je lui dis, voilà, je vous dis, je ne vais pas vous payer. Bah, vous connaissez, mais ça va. Malheureusement, il y a beaucoup de traiteurs qui se plaignent d'avoir été. d'avoir des ardoises. J'ai tout payé dans les traiteurs. Dans les médias, on partit avant. Et au moment, juste avant la fin de journée, il va être payé, pas à la fin. Les séjours cachers, ils ne vous donnent pas la clé si vous ne soldez pas au lobby. Ah ouais. Le quoi Les séjours cachers, quand tu vas payer ça. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est encore faut-il qu'ils respectent aussi leur engagement. C'est pas normal parce que normalement, tu peux dire. Vous arrivez, c'est froid, c'est avec des poils comme ça à la gorge. Mais il y a des mauvais clients aussi. Hein. Non, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'opinion. Moi, quand on me dit payer, moi, je me parle toujours l'arnaque. Je peux faire, c'est pas que de devoir. Mais normalement, ce qui est normal, c'est de devoir payer une partie à la fin de la prestation parce que tu dois pouvoir avoir comme une les gens pression. font justice, comme vous dites, ils disent ouais, non, mais c'était pas terrible, Voilà, machin, exactement. c'était pas les 3 étoiles, et puis machin, allez, je donne, ça vaut 100 €, allez, et ils balancent ça. Quelle horreur. Exactement. Non, mais il y a des gens qui se font justice quand même, comme ils disent, ils sont pas mal finis sur. C'est pas de la justice, ça. Bah, entre guillemets. Non, mais ils disent non, ils disent ça vaut pas ce que vous avez annoncé. Voilà. Vous avez annoncé quelque chose. Et donc, Non, je paye ce que j'ai reçu. Le cas où le traiteur, il fait dans 2 salles, il sert les deux salles et il inverse les repas. Ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a une salle, il a pris une formule à 100 €, l'autre à 70 € et il a inversé. Les clients, ils ne sont pas perçus, tout le monde a aimé, tout ça. Elle a pas dit, mais finalement, tu m'as payé 100, tu m'as fait 100, mais tu m'as servi le plat, la formule à 50 €. Le top, c'est que les familles s'arrangent entre elles.
Ton deal, non, mais c'est un cas, ça peut être mais celui de 50, C'est quand ça on prend coûte 400-500 personnes, c'est Non, ça. mais des fois, dans des hôtels, c'est un Oui, je traiteur comprends à très payer, bien. et c'est Il y a deux tarifs. Ils servent deux salles, et avec des formules qu'ils ont choisies, les serveurs sont trompés, ils ont servi. Et donc, il dit, moi, mes clients, ils étaient contents. Ça doit être l'erreur du traiteur. Normalement, le traiteur, il prend les deux bas prix. C'est sûr que là, il était content parce qu'il a reçu pour 100%, alors qu'il a payé 50. Voilà. C'est sûr qu'il est content, lui. Il est très content. Ben, en fait, c'est ça qui s'est passé. l'autre qui est content. C'est que l'autre a payé, il dit, moi, je te dois 50. Et l'autre, il est parti réclamer à l'autre. Et l'autre dit, moi, je t'avais pas connu ça. Mais c'est lui qui va perdre. Ouais, c'est le trader qui va C'est la perdre. loi du commerce. C'est le fournisseur qui se trompe, c'est cadeau. Je vois comment l'autre, il a dit, je t'ai donné plus, est-ce que tu me dois plus? Enfin bon. En tout cas, le trader, c'est aussi comme ça. Donc, un employé qui fait un travail et qui doit payer dans la soirée. On peut dire, je vais attendre, je lui dis qu'il a déjà fait des achats, il a employé des employés lui-même. Les employés ne sont pas toujours compréhensifs. C'est-à-dire, il y a des employés qui sont là avec des gros bras et ils disent, attendez, tu ne rentres pas chez toi tant qu'on n'a pas l'argent. Bon. Enfin, il faut ouvrir les enveloppes et sortir dans des enveloppes un peu d'argent. Bref, il faut payer en partout. Bien, en tout cas, celui qui dit à son chaliar, c'est au sport l'hypoalé. Prends-moi des employés. Je te demande de me recruter des employés. Il leur a dit, vous savez, c'est moi que je vous emploie, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas moi qui paye. Je vous emploie à titre pour quelqu'un d'autre. Mais le contrat, il est entre qui? Chacun dit, mais moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur les employés. Ça, c'est très intelligent comme ça. Celui qui les a employés, le chaliach, l'émissaire, il dit, mais attendez, vous n'avez pas travaillé pour moi. Et le balai dit, mais j'ai rien signé avec vous, hein, je ne sais pas. Il dit, quelle marloquette. Il dit, je dis, je ne vous ai pas engagé. L'autre dit, mais vous n'avez pas travaillé pour moi. Il a travaillé pour qui? C'est Uber, c'est le principe d'Uber. C'est l'histoire de Macron. La plateforme de Uber. Uber, c'est ça, c'est qu'il dit, c'est pas mes salariés, les chauffeurs. Et le client, il emploie le chauffeur de taxi et tout le débat, c'est qui est salarié de qui est donneur d'ordre. En fait, il voulait gagner les frais de l'URSSAF. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils considèrent, voilà. Donc, ils disent, chacun est auto-entrepreneur, indépendant. C'est une histoire là sur Uber. Mais il profite. C'est autre chose, ça, c'est pour faire accepter le modèle. C'est ça. Mais le modèle, il est intelligent. Je veux dire, il n'est pas votre employé, donc il n'y a pas des frais sociaux à payer, social à payer. Mais d'un autre côté, lui, il travaille à son propre compte, mais il profite de la plateforme Uber. Et la plateforme, elles sont quasiment. Alors, ils disent, on n'est pas la seule plateforme. Il peut se mettre sur Deliveroo, sur Uber, il a plusieurs donneurs d'ordre. Plusieurs pour pas dire qu'il est exclusivement. Mais Deliveroo a été condamné parce que finalement, ils étaient 100%, ils travaillaient pour Deliveroo. En Angleterre, ils ont tous été requalifiés salariés de Deliveroo. Donc, pour eux, c'est beaucoup d'argent en plus à payer. C'est quasiment double. C'est la faillite assurée. C'est la société. C'est la faillite assurée. C'est sûr. Parce que le modèle économique il est basé sur le fait qu'eux, ils prennent 30% des transactions, peu importe. Leur casser les gens. En fait, eux, ils disent, nous, on vous donne un service. C'est qu'on les gens nous donne l'information entre un client. Voilà, entre un client. On est apporteur d'affaires. Toi, tu es courtier, nous, on t'amène des courses. Voilà. C'est ça. Mais vous ne faites pas mon employé. C'est une franchise. Non, même pas. C'est un entremetteur. Tu prends un abonnement. Un apporteur d'affaires. C'est exactement le cas dont on est en train de parler. Le chaliard, il dit, regarde, le chaliard, il recrute, mais il dit, mais l'employeur dit, mais je suis jamais employé. Et le recruteur, il dit, mais tu vas travailler pour moi. C'est magnifique, c'est exactement Uber, quoi. Je devrais ajouter sur le livre à la Trésed, Aïn Uber. C'est vraiment le cas. Il n'a rien inventé. Mais justement, personne n'est responsable dans ce cas-là. Parce que personne n'est vraiment l'employeur de ces employés-là. C'est exactement ce que dit Uber. Voilà. Je ne suis pas d'employeur, l'autre du machin, bref. Il y a entre partenaires. Il y a des partenaires. En fait, c'est très énervant lorsque tu es chauffeur de taxi et que tu as une boîte de chauffeur de taxi, une licence qui coûte très cher. Tu payes les charges sociales. C'est un autre modèle. C'est un autre modèle qui a une concession de service public, c'est tout. Sur le créateur. Parce qu'ils ont un droit aux accès sur le bus, ils ont accès à différentes choses. Mais Ravariel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la limite des véhicules, parce qu'aujourd'hui, les véhicules complètement autonomes, ça existe. Ça fonctionne très bien. Tu as dans ta voiture, ça t'emmène où tu veux. Ils ne le font pas à 100% pour une seule raison.
En cas d'accrochage ou d'accident, qui est responsable? Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ils arrêtent à un certain niveau. Il y a des aides à la conduite de partout. Mais ils jamais 100% ne veulent pas 100% parce que sinon, le conducteur, il dit mais moi, je ne suis pour rien. Moi. C'est le constructeur. C'est la voiture, le c'est le constructeur, il ne veut plus. Et l'opérateur de service. Donc, c'est la limite du système, en fait. Il faut un humain qui, in fine, soit voilà, il faut un coupable. Il faut un bouc émissaire. Il faut qu'il arrive. Mais sinon, c'est la guerre. Hein. C'est les ordinateurs et tout qui sont. Mais c'est pour ça, en fait, ils ont fait des tests. Hein. C'est parfaitement. Ça marche. Et ça marche parfaitement bien. Hein. Que les véhicules sont tous interconnectés, ils respectent les feux. Ils te font les vendre avec des charges. Mais qui est responsable? Si c'est le producteur. Voilà. Mais personne ne va accepter. S'il y a un défaut technique. Ma voiture, elle a pris feu hier, elle a explosé. Pour rien, moi. Pas fait exprès. Hein. Une voiture électrique, n'importe qui prend une commande à distance et il te. Imagine le mec, il arrive à hacker la voiture. Non, mais c'est même pas ce risque-là. Il y a un aléa. Oui, non, mais ça c'est un cas qui peut être couvert, mais c'est un aléa parce que moi, on a fondé, nous, avec un consortium des véhicules autonomes, des DECOM, un truc comme ça. Et les mots qu'il utilise. Non, mais on parle des gens de. Ouais, non, je sais. Ils se sont interdits ça parce qu'il y a le problème de la responsabilité. C'est ça qui bloque. Ce n'est pas un problème technique. Non, je sais. Pas un problème technique. Mais par contre, ce n'est pas le cas du hacking qui leur fait peur. C'est le cas d'un aléa. Un mécanique. Non, un enfant qui traverse. Ouais. Un accident climatique qui fait tomber un truc comme ça. Ou même un défaut technique. Un défaut technique. Là, les bus électriques qui flambent d'un coup, qui est responsable. Un défaut technique. On n'est pas au bout. Oui. Et en fait, oui, mais au moins, la voiture, le constructeur, il n'a pas de c'est qu'un problème juridique. C'est qu'un problème. Et ils attendent que ça évolue, qu'il y ait d'autres modèles pour y arriver. Au niveau technique, on est bon. Tout est là. Après, ce n'est pas économiquement viable pour l'instant. Non, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas des voitures déjà sans conducteur? C'est que tu achètes la voiture, mais elle est trop chère. Elle est trop chère. Elle est trop chère. Mais Ravariel, vous savez, par exemple, je crois que c'était ça qui fait ça. La voiture, vous appuyez sur le bouton de votre téléphone, elle sort du parking et elle vient vous chercher. Non, ça, Valeo fait ça. Mais seul. Moi, j'ai vu la seule, ça veut dire qu'elle monte les trois sous-sols. Et... Non, mais c'est même pas elle vient vous chercher devant. Mais au Japon, demain, avec le véhicule autonome, vous allez voir, vous allez changer toute la physionomie des villes. Déjà, premièrement, vous n'avez plus besoin de place de stationnement et trucs comme ça. La voiture va vous chez vous et elle va se garer dans un parking. Là, aujourd'hui, les parkings sont occupés à 30% de la surface. Demain, avec des véhicules autonomes, vous les remplacez comme au Japon à 100%. Ah oui, parce qu'il n'y a plus besoin de garder la place pour ouvrir les portes. Les gens, ils rentrent, la voiture, elle rentre seule. Elle se colle et hop, comme le Tetris, elle sort. Non, mais c'est impressionnant. Non, c'est très bien pensé. Les dégagements aussi. C'est très bien fait. Ascenseur. Tu vas au Japon, ils ont tout fait déjà. Les prototypes, tout existe. Et vous gagnez, vous divisez, vous n'avez plus de voiture en rue. Qui sont les précurseurs de cela? Mais après, tous les business, ils vont faire des rues autonomes, des couloirs pour les véhicules autonomes. Tout ça, c'est déjà fait. C'est le futur. Après, la question, c'est comment on finance tout ça et comment on bascule. Ils vont faire déjà des circuits dans tout ça, il y a tout un centre. C'est comme des systèmes de chemin de fer. Pareil, les routes qui alimentent les voitures électriques. Tout va rouler entre 15 et 30 km. La voiture, plus elle roule, plus elle est alimentée. Si vous mettez à 30 km/h dans Paris, c'est parce que demain, ça sera 30 km/h. Les véhicules autonomes, tout le monde sera à 30 km/h. Alors, on parle des véhicules. Aujourd'hui, vous connaissez l'humain, mais ça va disparaître. Dans 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir les deux roues, les trottinettes, tous ces trucs-là, etc. Mais ça va être tout des véhicules en mode location. Plus personne ne sera propriétaire de son véhicule. C'est plus un modèle. Et on parle de ça à 20-30 ans. C'est juste une fois qu'on a baissé la 20-30 ans, 20-30 ans, tu commences à être un petit peu âgé. De toute façon, on sera bien content, tu n'auras plus conduire. Déjà, je conduis plus. C'est très pratique. Vous savez, vous dites, hop, tu me déposes, et le matin, tu viens me chercher, ce sera des véhicules. Mais ça, par contre, la voiture qui vient te chercher, ça marche maintenant. Mais par contre, il faut changer beaucoup d'infrastructures. Il y aura des métiers. Quoi, ici, il y aura des nouveaux business. Non, il y a tout, il y a des capteurs d'investisseurs qui vont faire ça. C'est ça. Tout ça, c'est j'imagine la vitesse. C'est mon véhicule, mais je suis en Attends, mais ça sera des véhicules électriques parce qu'il ne faut pas mettre de l'essence pour les recharger. Tout se charge par induction. Vous les passez comme ça, ils se chargent tout seuls. Et il faut que le Rapex Rail, ça nous en met loin. Mais vous savez, c'est dur. Et ça existait avant, il y a 100 ans avec le tramway électrique.
C'est juste qu'on est passé au véhicule thermique à cause du pétrole. Est-ce qu'on est plus heureux aujourd'hui ou on est moins heureux il y a 30 ans, 40 ans? Non, on avance. Mais pour vous dire ça, c'est un autre sujet. Ça va générer beaucoup de questions qui sont déjà là. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est comme ça, c'est qu'à partir du moment où toi, tu n'as pas employé le bonhomme, et le bonhomme, il ne travaille pas pour toi, qui est responsable, c'est exactement ce qu'on a. Il n'y aura plus de personnel, il n'y aura plus d'employés. Si, il y aura d'autres métiers. Le maréchal Ferrand n'existe plus. Il y en a un nouveau qui naît. Voilà, maréchal Ferrand, il n'y en a plus. Vraiment, il n'y en a plus de maréchal Ferrand. Tu as des garagistes maintenant. Alors, si par exemple ta femme, elle emploie un employé, et après, elle ne veut pas le payer à temps, et lui, il se plaint chez toi, et tu dis, mais moi, je ne connais pas, c'est ma femme. C'est pas qui c'est, moi. Qui cette dame? Et ta femme, elle dit, ah, mais non, mais c'est pas moi, c'est pas pour moi, c'est pour la maison. Donc non, mais qui est responsable? C'est la personne qui a signé le contrat. Elle travaille à la maison. C'est la personne qui doit payer. Déclare, c'est ma femme qui lui donne toutes les directives. Mais ta femme, c'est pas la patronne de la maison, c'est ta femme le patron, c'est toi le patron. Oh, non, c'est-à-dire que le contrat est à mon nom. Si elle s'attaque à c'est pas le patron. C'est pas une sorte de patron. Dans les faits, c'est une histoire de. Sur les papiers, c'est moi. Est-ce que tu es responsable comme tout le monde? D'accord. Normalement, est-ce que tu es responsable pour ta femme? Le dernier mot de ta femme, oui, chérie. Tout ce qu'elle a, t'appartient à toi, non? Oui. Est-ce que par exemple, elle veut prendre une décision de sortir de l'argent, sans ton accord? Oui, si on est en communauté, monsieur, madame, en commun, il y a intérêt. Je ne sais pas après ce que c'est au prorata, ce qu'elle ramène. Elle éduque les enfants, ça a une valeur, c'est pas une valeur financière. Mais on contribue, chacun fait sa fonction. On est un peu associés. Non, au niveau de l'alaha, est-ce que Mashekana Isha Kanabala, donc ce que la femme est là, son mari est là? Moi, je pense que c'est en commun. Non, c'est pas en commun. Non, si on n'est pas en commun, c'est l'histoire du divorce. On n'est pas en commun. Enfin, je m'excuse. Hein. Donc, tout employé travaille pour toi, mais ce n'est pas toi qui l'as engagé. Donc, toi, tu peux dire, moi, je ne l'ai pas engagé. Et elle dit, mais elle ne travaille pas pour moi. Et donc, l'employé se trouve. Il n'y a pas de flou. Mais elle ne travaille pas pour moi, mais il en profite. On parle de la même caisse, on est juste en train de dire que c'est qu'à la clé. C'est la même caisse. C'est la même caisse, mais ce n'est pas moi qui t'emploie. Oui, cette année. Ce qui lui donne l'argent, c'est la caisse. Et chacun il dit non, c'est moi qui ai le clé, non, c'est moi qui ai le clé. D'accord, mais on parle d'une caisse. Non, chacun sa caisse. Non, c'est-à-dire que comme l'homme, il peut dire, moi, je ne t'ai pas personnellement engagé. Voilà. Donc, je n'ai pas d'engagement vers toi. Alors, lui, l'employé peut dire, oui, mais c'est ton emploi. C'est le contrat. La chayout, elle va sur l'homme. Puisque de toute façon, la femme, elle appartient à l'homme. Oui, mais est-ce que les engagements. Non, l'engagement n'est pas le mien. Donc, en fait, l'employé a fait une erreur en contractant avec la femme. Ça compte. C'est l'employé, comment il peut savoir? L'avantage, c'est que quand la femme fait qu'il de quelque chose, je connais automatiquement. Mais c'est un inconvénient. C'est la femme qui parce que c'est on parle de l'engagement par rapport à un employé. De la même manière que quand une femme elle connaît quelque chose, moi je suis connais. Et quand elle prend une trayout quelque part, moi aussi j'ai la trayout. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Non, mais c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que si elle fait une trouvaille, c'est à toi. Par contre, si elle prend l'engagement, c'est l'erreur de l'employé d'avoir accepté l'engagement de la femme. Il aurait dû demander au kéké, tu m'emploies, je vais me baquer avec. Je vais demander à la patronne. Moi, j'aurais dit il est ni garant, c'est des discussions de récréation d'enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. Isha, shesh la baal. Voilà. Je dis les mots. Une femme mariée. Venoset venotenet betoch habayit. Sachra poalim afilu bistama overet bishum baltalim. Si elle a employé des employés, elle transgresse le baltalim. Elle, la femme. Si elle a. Sans qu'il se passe rien. Pardon? Non, en les payant en retard, etc. Excuse-moi, la phrase. Si elle a employé. Si elle a employé, la femme employée, elle transgresse l'interdiction de baltalim, de ne pas attendre, pas dépasser la date où on va parler. Il faut payer rapidement. D'accord? Il ne faut pas dépasser les 12 heures. Mais ça, c'est que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Alors. Mais non, je te répète que dans la Torah, la femme n'a pas. C'est ce qu'elle a, c'est à partir du mari. C'est le mari le patron dans la maison. Ah, d'accord. Il y avait une période où c'était effectif. Aujourd'hui, c'est théorique. Au niveau à l'Afrique, c'est même la non, au niveau à l'Afrique, c'est quand même. Ouais. C'est chaud. C'est-à-dire que la femme, même si ce n'est pas elle qui a l'argent, si c'est elle qui a embauché. Elle va transgresser. Donc, c'est elle après de s'arranger avec son mari. Parce qu'en fait, c'est un engagement d'un employeur envers un employé. C'est ça le problème. Ouais. Et qui a fait cet engagement? Elle, c'est tout. Donc, tu débrouilles avec ton mari avec elle.
L'employé peut lui dire tu te débrouilles. On va dire, moi, voilà, exactement. Moi, Toi, tu te débrouilles, moi, donne-moi mon argent. Mais le poil, il peut aller chez le mari ou pas? Le poil, il peut aller chez le mari ou pas? Non, il connaît le mari, je ne connais pas. C'est par rapport à ma femme. Je ne connais pas. Mais donc, elle est Il n'y a pas ouverte. d'engagement. Voilà, elle est ouverte, donc elle va dire à son mari, je n'ai pas envie de transgresser, paye. Alors, si elle a un mari très avare et qui ne veut pas sortir l'argent, elle arrête. Oui, mais il laisse sa femme être ouverte, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui est ouvert, il y a bien un petit, c'est pas un vide. Avare et ouvert. Oui, mais elle a dit, moi j'aurais voulu, mais je n'ai pas l'argent. Hein? Oui, si elle a contracté, sachant que son mari c'était une barre. Non, c'est la barre de fer. Quelque part, elle savait pas compter. C'est l'employé qui doit faire gaffe. D'accord, enfin, tu sais, il y a des gens qui paraissent très bien au départ. C'est ça qu'il doit faire. L'employé doit demander les garanties. Bien sûr, c'est comme un locataire, tu mets un étudiant, mais parfois, c'est pas si simple. Parfois, c'est pas si simple. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un parnassa, il n'est pas obligé non plus de demander le gros précieux de la grand-mère de la femme. Il ne peut pas savoir la relation qu'il y a entre la femme et l'homme. Mais il ne va pas demander à la femme, ok, mais moi d'abord, assure-moi, je connais bien la halakha, je vous demande qu'est-ce que je fais à mon faire ménage. Non, parce que la femme, elle a pris un employé, que le mari n'était pas d'accord, qu'elle prenne aussi. Parce que des fois, elle se dit, bon, je suis fatiguée. Pour les dons, il lui dit, Stam, tu es toujours fatigué, ça suffit. C'est vrai que les dons, les femmes, elles donnent des petits montants, parce que dès que c'est un gros montant, il faut qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. Non, les femmes peuvent donner des gros. C'est n'importe quoi. C'est la fois hebdomadaire. En principe, c'est ça. Chez toi. Alors, ces trucs dans les galas, disaient toujours, mesdames, au lieu de demander, donc vous dites, messieurs, faites une mitzvah, faites un don à la place du vison que vous voulez offrir à votre femme. Vous allez voir, il n'y a pas plus. Ça va les rendre heureuses. Hein, mesdames? CB, c'est Shalom Bayit. Oui, c'est ça. Ah oui. Achetez-moi ça. Il nous reste 5 minutes. Alors. Oui, c'est à quelle heure le mitzvah? 21h40. Ça, bon. Alors, très bien. Ensuite. 21h40. Alors, prochaine halakha. Kol zeura k'inyan isur ba'al tadin, ve'inyan chazara d'ayno sheratza poel לחזור בו שלא כוון לשכונן בבית, לא מבאי אם השכונן רצפיתן, ובוודאי יכול הפועל לחזור על בעל הבית, ודאי ידעת דאכילו יתחצה. Alors, en fait, ici, s'il y a un intermédiaire, ça veut dire, je t'ai employé, tu es mon employé, d'accord? Mais je dis, va chez mon banquier, va chez mon comptable, mon expert comptable, il va te payer. Là, ici, ce n'est pas exactement un expert comptable, c'est un shulchan. Shulchan, c'est quoi? C'est en fait un banquier qui a l'argent, tu vois, et tu dis, vas-y, lui, il va te payer. D'accord? Oui, mais on lui donne l'ordre de paiement. Voilà, exactement. Alors, le problème, si le shulchan, il ne paye pas, s'il ne paye pas, c'est qui la responsable? Le responsable, c'est qui? Moi, je dirais la banque, parce que il lui a donné. Tout dépend de la manière. S'il lui dit, va voir, il va te payer, et que lui, de l'autre côté, il n'a pas prévenu, ou qu'il n'a pas dit, chaque fois qu'un salarié va venir, il faut le payer. Est-ce qu'il transgresse? Il ne peut pas transgresser, lui, il ne s'est pas engagé envers l'employé. Le banquier ne s'est pas engagé envers l'employé. Non, mais il s'est engagé envers son donneur d'ordre. Oui, c'est vrai, il s'est engagé. Oui. Le donneur d'ordre dit, voilà, de payer. D'accord, mais moi, je ne peux pas aller en ce moment, j'ai un petit trou là. Il y a Madoff qui est passé par là. Chez Madoff, il m'a tout fait. Tout dépend la condition de la convention de service qu'il y a entre l'employeur. Oui, mais ce n'est pas au salarié de le subir. Non, j'entends. Alors, la question, c'est soit on considère le banquier comme lui-même un employé de l'employeur qui le décharge de ça, et donc c'est l'employeur. Il dit, bon, ben voilà, tu as choisi un mauvais banquier. Soit l'employeur a demandé un ordre de virement. Par exemple, avec les écoles, comment ça se passe? Vous demandez un mandat séparé et vous vous servez directement. Ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens font un virement, et si le virement n'est pas fait, il y a un service, payer le service. Non, mais le virement a été fait. Mais le virement n'a pas été fait. C'est qui est responsable? Lui, il a donné un ordre de virement. C'est la banque. La banque, elle n'a pas fait son travail. Oui. Est-ce qu'elle transgresse l'otaline? C'est une banque juive. Moi, je ne pense pas que c'est arrivé là où je personne. À Variel, c'est arrivé là où je travaille. Je demande à toi de payer à ma place parce que moi, je me suis engagé envers l'employé de lui payer à telle date. Aujourd'hui, on ne peut plus payer quelqu'un par en cash. Aujourd'hui, on a forcément des intermédiaires qui font les règlements entre les personnes.
J'ai compris, mais qui prend Rias ici? Moi, je dirais personne. Personne ne regarde. Ah, mais oui. Personne. Alors. On aura la réponse. En over balabait de l'Otaline. Tout de suite, on ne transgresse pas. D'accord. Voilà, effectivement. Il n'y a pas de. On ne peut pas parce qu'il ne s'est pas engagé. Non, pas vide juridique. C'est qu'en fait, il faut. Le bonhomme, il n'est pas arrivé de l'Otaline. Mais elle est obligée de payer ce qu'elle doit, mais elle dit moi j'ai de retard. Ça devient une dette en fait. Ça devient pas une. Parce que vraiment, c'est. Voilà. Parce qu'il y a bientôt. Ouais, c'est là. המנצח על הגילים בני כוח מזמור, מה ידידות משכונותיך. אדוני צבאות נחשפה וגם קל תנפשי לחפות על מה ידיד ושעיר עלינו אל חי. גם ציפור מצבית ולרוב כן אשר שתה את רוב המזבח יותר מצונה כאילו ישרי יושב ידיך עוד יעלו לך סלע אשרי אדם זבח מסילות בלבבם עוברי בעמק הבח המעיין ישתו גם רך עוד אתם רואים לפני חיל אל חיל יראה אל אלוהים את ציון אדוני אלוהים צבאות שמע תפילתי יזין אלוהי התוצלה מה גיננו אלוהים